Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. C'est une situation qu'on a suivie de près ici à l'émission, que j'ai suivie de près, en tout cas moi personnellement, puis d'autres collègues, la situation des infirmières ou des aspirantes infirmières qui n'ont pas pu passer l'examen de l'ordre. Et si on en parle, tout examen, c'est jamais 100% à la réussite. Mais quand c'est 50%, il y a un problème. Dans le cas de l'ordre des infirmières, ça s'est produit à répétition. Ça a été étudié par le commissaire à l'accès aux professions, qui a eu des rapports très, très durs envers l'ordre des infirmières, qui semble maintenant être sous surveillance de la part du gouvernement. La ministre Sonia Lebel, responsable du Conseil du Trésor, mais responsable aussi de l'Office des professions, est avec nous. Madame Lebel, bonjour. Bonjour Mario. Sous haute surveillance, l'ordre des infirmières pour l'instant? Bah absolument, absolument. On a procédé par étapes avec l'ordre des infirmières. Vous savez que le commissaire a fait 2 rapports, le premier étant sur l'examen lui-même et le 3 octobre, il a fait son rapport sur la formation parce que deux hypothèses étaient évoquées par l'ordre des infirmières à l'époque où on a eu le premier taux d'échec qui était hors norme et catastrophique à ce moment-là. Et ils invoquaient le fait que probablement la formation avait été problématique pendant la pandémie, etc., etc. Donc, il fallait s'assurer, et d'autres évoquaient des enjeux avec l'examen. Donc, le commissaire, quand il a pris le mandat d'enquête, a voulu s'assurer que les 2 volets étaient très bien couverts. Donc, dans le premier volet, il a mentionné qu'il y avait des enjeux sérieux avec l'examen. Non seulement sur la méthode de calcul qui n'était pas conforme aux bonnes pratiques. Là, je me lancerai pas dans une explication technique, mais disons que la façon dont on calculait la note de passage à l'examen n'était pas conforme aux pratiques habituelles en l'espèce. Et la structure des questions qui n'était peut-être pas, pouvait peut-être porter à une certaine confusion et peut-être favoriser une formation professionnelle plutôt que l'autre. On parle du universitaire versus la formation technique. En tout cas, c'est ce qui semblait se dégager. Donc, dès le 21 juillet, je vous donne l'historique parce que c'est important, on a mis en place avec l'Office, parce que c'est le mandat de l'Office naturellement, a mis en place des mesures d'accompagnement pour encadrer vraiment la question de l'examen. Donc, un psychométricien indépendant pour aider au recalcul de l'examen passé et s'assurer que l'examen de septembre était fait dans un environnement, parce qu'il était trop tôt pour modifier l'examen comme tel, était fait dans un environnement adéquat. Ce qui s'est passé depuis, qui a un peu, je dirais, accélérer la donne ou changer la donne, c'est que, et on attendait toujours le rapport du commissaire sur la formation, parce que planait toujours l'hypothèse de la formation, il fallait être fixé là-dessus. Le 3 octobre, le commissaire est venu écarter sans ambiguïté le fait que la formation pouvait avoir un rôle à jouer dans l'échec. Donc, tout le focus de l'histoire est mis sur l'examen de l'ordre des infirmières. Ouais. Et il a redit des choses très dures sur l'examen, sur sa préparation. Il a été très, très dur avec l'examen. Donc, il a mis tout le focus que c'était l'examen et il a nommé les problèmes de l'examen tels qu'il les voyait. Il a fait 2 choses. Il a remis l'accent sur l'examen en écartant le fait que la formation avait pu jouer un rôle ou même la pandémie avait pu jouer un rôle, mais il est même venu qualifier les actions de l'ordre depuis son rapport numéro 2 pour les corrections attendues sur l'examen. Et moi, j'ai toujours été très ferme avec l'ordre des infirmières. Il doit ne pas prendre à légère le rapport du commissaire et les recommandations et les mettre en place. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous indique que non seulement l'examen est problématique, tel que mentionné par le commissaire, mais qu'en plus, l'ordre n'a fait que du cosmétique en apparence depuis le 21 juillet. Et je vous dirais que d'autres indicateurs, avec les relations qu'on a eues avec l'ordre depuis ce temps-là, a fait en sorte qu'on s'est dit, écoutez, là, il faut passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure. Par contre, moi, je dois avoir, vous comprendrez que mettre en tutelle un ordre professionnel, c'est la sentence ultime, là, on s'entend là, pour un ordre professionnel. Ça veut dire que tout le conseil d'administration est tassé et remplacé. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec l'Office, à la recommandation de l'Office d'ailleurs, c'est de mettre en place pas un observateur, mais un contrôleur qui va avoir comme tâche de s'assurer que le conseil d'administration actuel agit en conformité des recommandations du commissaire et met en place un plan d'action qui est sérieux. Donc, dans le fond, moi, ce que je dis, c'est la dernière chance que l'ordre a de démontrer
qu'elle est capable de faire le travail. Mais là, dans votre réponse, vous venez d'utiliser le mot tutelle. Donc, c'est dire qu'à ce point-ci, on peut dire que la ministre envisage sérieusement la tutelle comme une option advenant qu'on en arrive là. Pour moi, on est dans l'étape qui précède la tutelle. Pour moi, c'est clair. Ce qui va disons, me donner les motifs de le faire ou non, ce sera les rapports d'étape qu'on a demandé au contrôleur à toutes les 30 jours. Donc, on verra là, de 30 jours à 30 jours comment l'ordre, si l'ordre décide d'agir et ne fait pas simplement prendre en considération le rapport, comme ça a été mentionné dans les derniers jours dans certaines entrevues, mais que prend les recommandations et les applique, naturellement, on va laisser l'ordre agir. Mais l'objectif dans tout ça, c'est que le système professionnel est important pour moi, M. Dumont. C'est la confiance du public dans le système professionnel est très important. Donc, il faut que je m'assure qu'un ordre professionnel prend au sérieux les recommandations d'un commissaire telles que les rapports qu'on a eus. Mais vous partez pas de l'idée, parce qu'on avait dit au départ que c'est comme intouchable, un ordre professionnel. C'est quasiment au-dessus de la ministre. C'est l'organisme ultime de protection du public, puis on veut pas voir la politique mettre ses mains là-dedans. C'est que vous en êtes rendu à une autre étape, qu'on est devant un cas extrême qui justifie de passer par-dessus ces principes-là? Bien là, je vais vous rassurer, là, c'est pas moi qui fais ça tout seul dans mon bureau. Il y a l'Office des professions qui est chargé de maintenir la confiance du public, qui agit, là. C'est sûr que moi, on a discuté suite aux recommandations de l'Office. Je lui ai demandé d'agir, donc j'ai avalisé sa recommandation. Il faut comprendre que c'est l'Office qui agit en vertu du Code des professions et c'est l'Office qui est chargé de nommer l'accompagnateur et c'est l'Office qui me fera rapport. Mais éventuellement, j'ai le droit, moi, en vertu du Code des professions, d'aller à la tutelle éventuellement, mais je peux pas le faire à la légère parce que je respecte beaucoup les ordres professionnels. J'ai 46 autres ordres professionnels qui font le travail, donc je dois m'assurer qu'ils le font. Vous savez, dans le passé, ça s'est fait très rarement. Il y a un ordre professionnel, à ma connaissance, c'est l'Ordre des ingénieurs, qui a fait un travail remarquable pour redresser la situation. Et j'ai eu le plaisir, quand j'étais en charge, de lever cette tutelle-là. Mais c'est très sérieux, une tutelle. Donc, vous devez comprendre que j'ai besoin de documenter. Aujourd'hui, vous êtes en entrevue, vous nous parlez de tutelle, en disant on n'est pas rendu là, mais je l'ai dans mes options. Il y a le ministre de la Santé dont on entend qu'il est aux abois parce que lui, il aurait besoin d'infirmières, puis il y en a 50 qui échouent l'examen de l'ordre. Mais pourtant, avant hier soir, Madame la ministre, il y a eu une entrevue du président de l'Ordre des infirmières à notre collègue Paul Larocque, qui est à LCN, à l'émission Le Bilan. La seule chanson qui me venait à l'esprit, c'est « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Il n'y avait aucun problème, tout semblait correct. Est-ce que vous avez été étonné du ton et du contenu de cette entrevue-là? Bien, absolument. Surtout qu'on est passé le 3 octobre où le commissaire a été, je vous dirais, plus que clair dans son diagnostic de l'examen et des gestes posés par l'Ordre depuis son rapport numéro 2. Donc, je peux pas dire que je suis pas étonnée de la situation. Et ce qui m'a plus étonnée, je dois vous le dire, c'est qu'on a dit qu'on allait prendre en considération, alors que depuis le début, j'étais très claire, je m'attendais à ce qu'on mette en place les recommandations. Donc, c'était très clair pour moi. Ceci étant dit, moi, je n'agis pas en fonction d'une humeur, à dire est-ce que je suis irritée ou non. Je pense que j'ai des éléments qui sont objectifs pour me dire qu'il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire mettre un contrôleur en place, et on verra par la suite. Je veux dire, si le travail se fait, c'est l'objectif à terme, là. Ouais. Là, notre discussion, puis les rapports portent sur un examen de septembre dernier, un examen de mars dernier, qui ont eu dans chacun des cas des taux plus ou moins de 50 d'échecs. Mais il y en a un examen qui a été fait il y a à peu près, tout juste un mois. Est-ce que vous entendez déjà dans votre position privilégiée des rumeurs que la correction est commencée? Est-ce que la situation se serait redressée un peu? Est-ce qu'on a raison de croire qu'on aura un taux d'échec semblable? Est-ce qu'on entend des choses dans l'air là-dessus? Parce qu'il doit en un mois, certaines des corrections doivent être amorcées? Bon, je ferai pas de commentaires sur des potentielles rumeurs. Vous me connaissez, M. Dumont, mais je dois vous dire qu'on avait déjà mis en place, là, avec le psychométricien indépendant, des mesures pour d'accompagnement de septembre et on a pris avec l'Office, quand je dis on, comprenez que l'Office est en charge de tout ça, puis je travaille avec eux, on avait pris la décision qui n'était pas adéquate puis opportun d'annuler l'examen, puis comme un examen de remplacement, on est loin d'en avoir un accès qui est crédible, bien, je pense qu'il fallait faire en sorte de donner une chance aux infirmières de passer l'examen, parce que vous l'avez dit, mon collègue a besoin de toutes les infirmières compétentes disponibles dans le réseau. Mais je vais laisser le travail se faire. Quand on aura une conclusion, on pourra en reparler.
Ouais, on est censé avoir d'ici quelques semaines là, ces résultats d'examen. Toute cette affaire-là a quand même donné, parce que moi je l'ai suivi de près, puis j'ai interrogé, mais j'ai questionné là, des jeunes candidates au poste d'infirmière. Ça a quand même donné lieu à des absurdités, parce que là, je suis pas capable d'avoir un portrait, on n'a pas de statistiques, mais je pense qu'on peut affirmer que des centaines de candidates et candidats pour devenir infirmière au Québec sont passés soit par l'examen de la Colombie-Britannique, qui d'ailleurs faisait des examens à Montréal, avait ouvert des examens à Montréal, soit par les examens du Nouveau-Brunswick, qui ont eu tellement de demandes du Québec qu'à un certain moment, ont fermé les admissions aux Québécois, selon ce que je comprends. Ils ont dit là, on peut plus prendre des Québécoises. Donc là, on va avoir plein de monde qui, devenant membre de l'Ordre des infirmières de la Colombie-Britannique ou du Nouveau-Brunswick, par les ententes de réciprocité, vont pouvoir travailler de facto au Québec. Mais c'est quasiment gênant pour le Québec, non? Ben, je veux dire, pour l'instant, c'est gênant pour l'Ordre. Quant à moi, là, c'est pour ça qu'elle doit faire le travail, parce que effectivement, on veut pas que nos infirmières nous quittent, c'est-à-dire que parce qu'elles pourraient choisir de passer l'examen à l'extérieur. C'est vrai. À l'extérieur. Donc, c'est pas pour moi. En tout cas, je voudrais pas qu'elle nous quitte parce que l'examen de l'Ordre est problématique. Donc, ce serait pas une belle décision, en tout cas pour nous. Donc, oui, c'est pour ça qu'on y travaille très fort, là. Mais il faut qu'on prenne les mesures, et le rapport du commissaire était très clair. Donc, mon travail avec celui de l'Office, mon travail d'appuyer l'Office et celui de l'Office est de s'assurer que la situation est redressée. Puis on va être là pour les candidates là, qui sont compétentes naturellement, pour trouver des solutions, pour qu'on puisse leur donner accès le plus rapidement possible dans le réseau. C'est l'objectif ultime de tout ça. Ouais. Je vous parle des négociations. On change de chapeau, votre chapeau de négociatrice en chef dans le secteur public. Est-ce que vous avez été terrorisé par l'appui de 95% des syndiqués du secteur public à l'idée d'une grève générale illimitée? Bon, écoutez, je dirais pas que je suis terrorisée, ça leur appartient. On peut voir, bon, je ne discuterai pas non plus des potentiels taux de participation. Ce qui est important, c'est qu'ils ont le droit d'obtenir des mandats de grève, ils ont le droit de voter la grève, ça leur appartient. Moi, depuis le début, je suis en mode proactif, c'est-à-dire que je veux qu'on règle le plus rapidement possible. Et là, j'attends toujours une réponse des syndicats sur ma demande d'élaguer, parce qu'il faut comprendre, M. Dumont, que réduire les demandes, c'est pas cosmétique, là. Réduire les demandes aux tables, c'est un signal très clair de la volonté de vouloir avancer rapidement. Donc, vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait à toutes mes tables sectorielles. J'ai réduit considérablement. Je m'étais engagée à ne maintenir que 5 demandes patronales. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Maintenant, je dois vous dire que depuis lundi, c'était moins clair, mais depuis lundi, j'ai des signaux très clairs de certains syndicats. Je les nommerai pas parce que je pense que les autres vont emboîter le pas, qu'ils ont l'intention de faire de même. Alors, comme mon objectif, encore une fois, c'est pas d'être tranché au couteau, M. Dumont, et être offensé ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est qu'on règle le plus rapidement possible et qu'on avance. Alors, je vais leur donner quelques temps pour juger du sérieux de la démarche. Parce qu'à terme, si la démarche est faite, pour moi, on va avoir le résultat que je veux, c'est-à-dire d'avoir donné une accélération significative à la Convention. Puis on va se donner des chances de régler, peut-être pour la fin de l'année, dans certains cas. Il y a un chef syndical qui me disait au cours des derniers jours que le mois de novembre, c'est le mois crucial. Là, si on avait, pas nommé une journée, mais une période là où ça passe ou ça casse, c'est le mois de novembre. Est-ce que vous partagez ça, que le mois de novembre va être une espèce de moment, à un moment donné, il y a une montée de la tension, là, que le mois de novembre va être le mois crucial? Ben, pour moi, là, ça fait 2 expériences de négo publiques que je vis, la 2e ronde. Pour moi, chaque jour et chaque semaine est crucial dans le sens où chaque mouvement est crucial. Donc, c'est sûr que si on veut régler pour décembre ou se donner des chances, ben, je veux dire, on est tous d'accord que le mois de novembre va être un mois où on va commencer à avoir un portrait sérieux. Moi, tout ce que je veux, c'est que j'ai montré ma capacité à livrer rapidement quand je décide et j'annonce que je le fais. Alors, moi, je veux qu'ils me montrent aussi leur capacité à livrer rapidement parce que, vous savez, dans une négociation, les délais, M. Dumont, ne sont pas tous du côté du gouvernement, là. Des fois, on leur demande des réponses et ça fait 3 semaines que j'attends une réponse. Ouais. Pour moi, une réponse, c'est oui ou non, mais donc, il faut qu'on soit capable aussi d'être en mode proactif, disons-le. Mais vous rêvez encore, dans un scénario optimiste, que ce soit réglé à Noël, là, de partir en vacances de Noël, puis que c'est check, là, c'est coché, j'ai réglé les négociations du secteur public. C'est pas, pour vous, c'est pas sauter de penser à ça, c'est imaginable. Non, on va être très clair et transparent. Je pense pas que je vais avoir réglé l'ensemble des 650 000 employés de l'État pour le réveillon de Noël. Mais je pense que je suis capable
de mettre les bases de certains règlements et d'avoir un mouvement positif qui va entraîner les règlements des conventions collectives dans le secteur public d'ici la fin de l'année. Et ça me prend quelqu'un qui est au rendez-vous pour le faire. Dernière question. L'offre, le fameux 9 %, mais je sais que vous dites que c'est plus que ça quand on compte tout, là. Ce qu'on se fait dire par le syndicat, c'est que ça a barré la négociation en partant. Là. Ça a refroidi tout le monde. C'est tellement peu par rapport à ce que les députés se sont votés, ce qui a été voté à la SQ, ce qu'on voit de l'inflation, c'est tellement peu que c'est ça, le 95 % il vient de là, la colère des syndiqués vient de là, c'est comme ça a été vu comme une insulte. Est-ce que vous pourriez bonifier à un certain moment votre offre pour changer le ton, la dynamique de la négociation? Bon, j'aime que vous précisiez que c'est pas l'ensemble de l'histoire, le 9 %, parce que si les syndicats me disent que les conditions de travail qui sont dans ce qu'on appelle les enveloppes sectorielles, qui sont à la hauteur de 2,5 % ne sont plus importantes pour eux, ben, qu'on se le dise, mais dans ce 2,5 %-là, il y a des primes, il y a des congés. Fait que là, on est rendu à 11,5. Ben, non, mais il y a plus que 11,5. Il y a aussi un 1,5 % qui est un 1 000 $. Donc, l'ensemble de l'offre gouvernementale est à 13 %. Il est vrai que dans les paramètres salariaux qui sont à la table centrale, c'est 9. Mais il y a personne qui n'a que juste 9 %. Je pense qu'il faut pas arrêter l'histoire là. Mais une fois que c'est dit, Monsieur Dumont, j'ai toujours été très clair que je n'étais pas fermée à bouger éventuellement sur les paramètres salariaux, mais que j'avais besoin de signaux très clairs et sérieux qu'on allait pouvoir parler d'organisation du travail. Pas signer avec leur sang que c'est réglé l'organisation du travail, mais des signaux très clairs et sérieux qu'on va pouvoir parler d'organisation du travail parce que je demeure convaincue qu'entre autres pour les enseignants, les infirmières et dans le domaine de la santé mentale, l'organisation du travail est aussi primordiale que les paramètres salariaux. Madame la ministre, merci. Au revoir. C'est un plaisir. Merci tout le monde.